À l'époque, on pouvait encore aller dans les boulangeries, dans les petites supérettes et avoir des petites affichettes de gens qui laissaient des petites annonces. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un endroit où on peut choisir son professeur avec des critères, des notes, des évaluations, voir sa photo, voir ses reviews. Et donc, je me dis, putain, mais bien sûr, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Et puis, Superprof, ça a été qu'une succession après de rachats, de croissance externe pour faire grossir ma base de données. Si aujourd'hui j'ai 25 millions de professeurs dans tous les domaines et dans 50 pays, c'est que on a fait pas mal d'acquisitions, hein. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle économique assez particulier puisque nous, on fait payer l'élève pour qu'il trouve son professeur. En fait, on prend pas de commission, surtout pas entre le professeur et l'élève, parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'inhumain et que c'est pas bon pour la pérennité de la relation entre l'élève et le professeur de prendre une commission, un cut, alors qu'on les a juste mis en relation. Et donc, nous, on s'assure que le job a été bien fait. On va te demander une évaluation, on va s'assurer que le prof est content de toi, que toi, tu es content de ton professeur. Et après, tu vas vivre ta vie avec ton professeur, quoi. Wilfrid Grenier, vous êtes le fondateur et dirigeant de l'entreprise Superprof, une plateforme en ligne qui met en relation des élèves avec plus de 25 millions de professeurs à travers le monde. Lancée en 2013, l'entreprise a vécu une hyper croissance phénoménale en générant maintenant plus de 42 millions de chiffres d'affaires annualisés et ce, sans financement externe. Wilfrid Grenier, merci beaucoup d'être sur le podcast Hyper Croissance aujourd'hui. Bah, merci Antoine, écoute, de recevoir. C'est incroyable, effectivement, quand tu lis tous ces chiffres, écoute, qui sont parfaitement justes. Effectivement, ça donne le tournis, mais oui, j'ai de la chance, effectivement, d'avoir été à l'origine de cette belle compagnie et surtout, je suis aujourd'hui entouré d'une équipe formidable. Donc, on va pouvoir en parler. Je pense que tu as construit cette chance, Wilfrid. Et peut-être avant de parler croissance aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent et qui, comme moi, auraient peut-être besoin d'un professeur, parce que je te l'ai dit dans une discussion préalable, je suis un admirateur de votre entreprise et je suis également un client. Est-ce que c'est possible pour toi de nous expliquer spécifiquement qu'est-ce que Superprof? C'est très simple, c'est d'un côté une grande communauté de professeurs triés sur le volet. Voilà, ça fait 10 ans qu'on recrute les meilleurs professeurs à travers la planète, dans tous les domaines. Et de l'autre, un moteur de recherche, Antoine, qui va permettre aux élèves de trouver le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui leur convient le mieux dans tous les domaines d'activité. Donc, on a évidemment le scolaire, mais on a les langues, les loisirs, la musique, le sport, la formation professionnelle, tout ce qu'on peut imaginer apprendre. On a le professeur pour vous. Donc oui, tu peux venir chez Superprof, trouver le professeur parfait pour toi. Avec 25 millions de professeurs, totalement incroyable. Et bon, Wilfrid, comme mentionné un petit peu plus tôt en introduction, tu lances l'organisation en 2013 et tu me disais dans des discussions qu'on a eues ensemble que ton objectif à la base, c'était de bâtir le Airbnb des profs. Est-ce que tu pourrais peut-être nous ramener à 2012, début 2013, nous parler de cette genèse et nous parler également peut-être les événements ou plutôt même les éléments qui t'ont poussé à vouloir lancer l'entreprise? Ah, c'est sympa de me ramener effectivement début 2012, début 2013, où je découvre comme tout le monde Airbnb. Airbnb, c'est quand même l'idée du siècle. C'est une idée incroyable qui permet à des gens à l'autre bout du monde d'avoir de la confiance, avoir assez de confiance pour s'échanger un appartement. Donc je trouve l'idée géniale. Donc je découvre Airbnb d'un côté et à l'époque, moi, je veux me remettre à la guitare. C'est-à-dire que j'ai envie de reprendre des cours de guitare et en France, pour prendre des cours de guitare, si tu veux, t'as pas beaucoup de choix. Tu vas sur les sites de petites annonces type Craigslist et compagnie, mais du coup, tu as un prof de guitare qui est proposé entre une machine à laver et un camping-car où donc tu connais pas la personne, tu as pas de notes, il y a pas d'évaluation, tu as juste un numéro de téléphone. Ou à l'époque, on pouvait encore aller dans les boulangeries, dans des petites supérettes et avoir des petites affichettes de gens qui laissaient des petites annonces. Et je me suis dit, putain, c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un endroit où on peut choisir son professeur avec des critères, des notes, des évaluations, voir sa photo, voir ses reviews. Et donc, je me dis, putain, mais bien sûr, je vais créer le Airbnb du prof particulier. Et si je le crée, ça sera d'abord en France pour tester, mais évidemment à l'international. Et surtout, je vais m'entourer d'une bande de camarades avec qui on va essayer de lancer une aventure un peu foufou, sans lever d'argent, en totale liberté, un peu en mode ouais, très rock'n'roll, quoi. C'était ça un peu le pitch de base. Et écoute, voilà, en 2013, je trouve un freelance pour le design, je trouve un freelance pour développer l'app, enfin développer le site, et puis je pars comme ça avec 2 freelances. Et puis en août 2013, depuis mes vacances à Biarritz, moi j'étais à Biarritz en vacances, j'appuie sur un bouton et Superprof est live et on commence l'activité en août 2013 et après c'est l'aventure qui démarre, c'est voilà. Et dis-moi, avant Superprof,
quelles étaient tes occupations salariées? Est-ce que tu étais déjà entrepreneur? Parce que pas beaucoup d'informations en ligne sur tes antécédents avant Superprof. Ah, si on cherche bien, on les trouve. Mais non, moi, je suis quelqu'un de très discret, je n'ai pas de réseau social. Donc moi, je suis pas sur Facebook, pas sur Instagram. Donc effectivement, je suis assez discret. Mais non, je suis tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat, 4 ans après, la sortie de mon école. J'ai monté ma première société, qui s'appelait Capé Média et qui était une agence de publicité sur internet. Et donc déjà à l'époque, je fabriquais des sites web, je vendais de la publicité sur internet. Donc voilà, cette société, je l'ai revendue une première fois. Enfin, je l'ai vendue. Et ensuite, après, je me suis lancé dans l'immobilier. L'immobilier, voilà. Et c'est en faisant de l'immobilier, en fait, que je découvre Airbnb, puisque j'avais acheté des appartements et je les mettais en location sur Airbnb. Je rencontrais des gens qui venaient de l'autre bout du monde. Enfin, c'était incroyable. Et donc, c'est ma deuxième société dans l'immobilier qui me permet de trouver Airbnb, de me rendre compte que le modèle est incroyable et qui m'aide à lancer Superprof, ma troisième compagnie. Ma Mmh. troisième et ma dernière. Parce que Superprof, c'est la boîte de mes rêves, Antoine. Et tu me l'as dit quelques fois, c'est assez, intéressant de t'entendre sur le sujet, on en parlera un peu plus tard ensemble. Donc on revient Superprof, tu lances le site web à août 2013 et un des points qui m'a totalement fasciné, c'est un petit peu le lancement que tu as fait parce que tu as cette compréhension-là, Wilfrid, et je pense que ça va être intéressant si tu peux bien expliquer le tout à l'audience aujourd'hui, de comprendre ce qu'est un actif numérique. Et ça, je pense que beaucoup de gens, des fois, qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce qu'on veut dire par ça. Qu'est-ce qu'un actif numérique? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des propriétés médias sur Internet? Toi, tu as eu la bonne idée d'aller acheter des, pardonnez-moi l'anglicisme ici, des listings de professeurs déjà sur internet pour accélérer un petit peu la mise en avant de Superprof. Peux-tu nous ramener, nous parler de cette stratégie-là qui, selon moi, est totalement fascinante? Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que la data, c'est vraiment le nerf de la guerre. Eh bien, à l'époque, en fait, il y a 10 ans, ouais, moi, j'avais construit Superprof qui était un algorithme de tri des meilleurs professeurs, un algorithme de recherche également, un moteur de recherche avec des critères. Mais évidemment, il me fallait de la data, il me fallait de la donnée. Superprof, c'était au début juste un algorithme, on va dire, de classement et de recherche. Et donc, il y avait des listings de professeurs qui étaient des sites de petites annonces sans modèle économique. Et donc, j'ai démarré Superprof en rachetant 2 listings et en mettant, j'ai démarré, je crois, j'avais 13 000 professeurs en base qui me permettaient en fait de faire tourner mes algorithmes sur ces professeurs, d'évaluer les professeurs, d'évaluer leurs réponses, d'évaluer l'interaction qu'ils avaient avec leurs élèves. Est-ce qu'ils répondaient rapidement? Est-ce qu'ils étaient toujours disponibles? Et de mettre les bons professeurs en avant et les professeurs disponibles. Et puis, Superprof, ça a été qu'une succession après de rachats, de croissance externe pour faire grossir ma base de données. Si aujourd'hui j'ai 25 millions de professeurs dans tous les domaines et dans 50 pays, c'est qu'on a fait pas mal d'acquisitions, hein, puisque, comme tu le sais, on a fêté notre 16e acquisition l'année dernière. Et ouais, donc l'actif numérique, en fait, c'est ça, c'est à la fois l'algorithme de tri, de recherche et de moteur de recherche et les données qui sont primordiales et le référencement naturel, et voilà. Et les listings de professeurs, est-ce qu'ils avaient déjà un modèle de monétisation? C'est-à-dire, est-ce que c'était simplement un listing qui était sur un site internet qui donnait la possibilité à quelqu'un ou il y avait vraiment un modèle d'affaires, une organisation derrière ce listing? Alors j'ai tout eu parce que, les premiers listings non, les premiers listings en fait vivaient de la publicité. Donc c'était encore il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, on pouvait encore vivre de la publicité, c'est-à-dire que des bannières, des carrés, des sites under, des pop under, des vidéos qui se lançaient, donc ils vivaient de la publicité. Donc il y avait un modèle économique publicitaire. Depuis là, les 16 listings que j'ai achetés, alors il y a des listings, c'est carrément des sociétés, hein, qui ont levé de l'argent, donc il y a un vrai modèle économique, il y a des collaborateurs. Tutorfair, une des dernières sociétés que j'ai rachetées au UK, il y avait 9 collaborateurs, ils avaient levé plusieurs millions d'euros. Enfin, donc c'était des vraies compagnies. C'est plus que des listings, comme on dit. Donc j'ai tout eu en fait. J'ai eu des listings qui avaient peu de modèles économiques, c'est un modèle économique publicitaire. J'ai eu des listings qui avaient des modèles économiques basés sur les professeurs. Et j'ai eu des listings aussi basés sur des modèles économiques sur la transaction, qui prenaient des commissions sur la transaction. J'ai eu pas mal de modèles différents. Mais c'est vrai que j'ai rarement acheté un listing, comme tu dis, ou une société qui avait le même modèle économique que nous. Nous, c'est vrai qu'on a un modèle économique assez particulier puisque nous, on fait payer l'élève pour qu'il trouve son professeur. En fait, on prend pas de commission, surtout pas entre le professeur et l'élève, parce qu'on trouve que c'est quelque chose d'inhumain et que c'est pas bon pour la pérennité de la relation entre l'élève et le professeur de prendre une commission, un cut, alors qu'on les a juste mis en relation.
Et donc nous, on te fait payer vraiment quelque chose pour trouver ton professeur et après ça, on s'assure que le job a été bien fait, puisqu'on va te demander une évaluation, on va s'assurer que le prof est content de toi, que toi tu es content de ton professeur, mais après tu vas vivre ta vie avec ton professeur, quoi. Et on en parlera un petit peu plus tard de ça parce que ça, je trouve ça totalement fascinant, votre modèle d'affaires, parce qu'il est contre-intuitif de l'externe. À Oui, mon oui, avis, excessivement oui, compréhensible de l'interne, mais contre-intuitif de ouais. l'externe. Et je pense que Alors Antoine, tu imagines pas quand j'ai démarré, Superprof, parce que c'est le même modèle depuis la création de Superprof. Et quand j'ai démarré, alors maintenant, on peut démontrer que ce modèle est viable, puisqu'on est un peu plus de 200 collaborateurs, comme tu disais, on va faire un peu plus de 40 millions de chiffre d'affaires cette année, on a une énorme croissance et tout, donc c'est viable. Mais au début, quand je l'expliquais, tout le monde me prenait un peu pour un fou, hein, Antoine. C'est-à-dire, tout le monde me disait, mais c'est n'importe quoi. Il faut pas du tout faire payer les élèves, il faut faire payer les professeurs. Tu es un apporteur d'affaires, donc les gens vont payer, les professeurs vont payer pour que tu leur apportes des élèves. Et, et voilà. Et moi, j'ai tenu bon. On m'a aussi dit qu'il fallait prendre des commissions sur les transactions. On m'a expliqué que mon modèle n'était pas bon. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que c'est contre-intuitif et que c'était pas évident à expliquer. Alors maintenant, ça y est. les gens vont pouvoir te prendre comme modèle maintenant. J'aimerais, Wilfrid, peut-être revenir au volet acquisition parce que ça vaut la peine d'en parler. Tu l'as mentionné, 16 acquisitions à ce jour. Félicitations, c'est assez exceptionnel tout ça. Je suis pas tout Les seul, hein, acquisitions. tu sais. Moi, maintenant, je suis pas tout seul. Je suis très très bien entouré. C'est la chance que j'ai, vraiment. Et tutor faire, quels profs qui sont quand même également des belles organisations que vous avez achetées. J'aimerais, si on pouvait peut-être parler un petit peu de ces différentes acquisitions, pas nécessairement les 16, mais peut-être celles qui te viennent en tête rapidement, et expliquer à notre audience aujourd'hui, est-ce que des leçons? Est-ce que des apprentissages? Est-ce que des choses que tu ne referais plus aujourd'hui? Est-ce que des conseils que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui pensent faire des acquisitions? Ton expérience sur le dossier, selon moi, est assez exceptionnelle et ça mérite la peine qu'on soit capable de donner du contexte à notre audience. Merci de me poser cette question, parce que c'est très intéressant. Alors, j'ai aucun conseil à donner, hein, déjà, ça les conseils, ça ne marche vraiment que pour soi-même. C'est-à-dire que le conseil que je donnerais, c'est un conseil que je comprendrais et qui marcherait bien pour moi, mais ça marche pas pour les autres. Donc je donne pas de conseils. Mais par contre, en revanche, effectivement, si je refaisais les choses, en fait, je les ferais beaucoup plus vite. C'est-à-dire que des fois, j'ai un peu traîné, je trouve, voilà, j'aurais dû, être encore plus rapide, encore plus ambitieux, faire plus vite les acquisitions. J'ai raté des acquisitions parce que j'avais un peu peur de les payer trop cher et il m'est arrivé même des fois de payer plus cher après parce que, j'avais refusé et que les boîtes avaient grossi entre-temps. Donc, si je pouvais, me susurrer à l'oreille un conseil à Wilfried il y a 10 ans quand il a démarré, je dirais: «Va beaucoup plus vite dans les acquisitions, achète plus vite. Force-toi à grossir plus vite». Ce qu'on s'est toujours interdit, ce qu'on s'est toujours, c'est on s'est jamais interdit en fait de tenter de faire une acquisition, même si en face, la société pouvait paraître énorme. C'est-à-dire que très, très vite, moi j'ai essayé de tenter des acquisitions avec des boîtes qui étaient beaucoup plus grosses que Superprof et puis les deals se sont jamais faits, mais je me suis jamais interdit de d'essayer d'avancer dans la négo, de lancer le premier contact, tu vois, pour entretenir et puis montrer qu'on était présent. Et, euh, et il y a récemment, on m'a fait, il y a des boîtes, notamment aux US, où on a avancé avec des boîtes et on nous a dit, bah, c'est des dizaines de millions de dollars. Et ça, c'est des choses qu'on peut pas acheter à la fin, tu vois. Mais je m'interdis pas d'aller jusqu'au bout, en fait, d'avoir la proposition sur la table, plutôt que de me dire, tiens, cette boîte semble trop gros, je vais pas y aller. Voilà, c'est ça qu'on a bien fait. Mais par contre, je dirais qu'il faut aller plus vite parce que ensuite, après, Superprof est identifié également comme un potentiel acheteur. Et du coup, on semble aux yeux des autres aussi beaucoup plus riche. Les gens connaissent nos chiffres. Et c'est vrai qu'au début, moi, les acquisitions, je les faisais très rapidement avec peu d'argent. On arrivait à faire des crédits vendeurs. Aujourd'hui, voilà, c'est tout de suite, il y a des NDA, on est une société connue, les prix sont beaucoup plus chers. Enfin, voilà. Donc, avant, tant que tu es sous le radar, dépêche-toi de faire toutes tes acquisitions. Ah, intéressant. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est plus ton brand grandit, Bah, bien plus le sûr. vendeur externe, il s'attend à des beaucoup plus grosses sommes. Eh oui, hein, c'est comme ça, quoi. C'est comme tout, quoi. Intéressant. Et peut-être j'aimerais distinguer. Il y a deux types d'acquisitions, selon moi, dans la manière que je l'analysais, qui ont été faits. Des listings et bien entendu, peut-être des organisations un peu plus sophistiquées. De ce que j'ai été capable de comprendre, il y a une certaine séquence que tu as suivie. Tu as commencé par l'achat de listing et plus l'entreprise a grandi, tu as acheté ultimement des organisations qui étaient de plus en plus proches en termes de modèle d'affaires que la tienne. Tu as acheté récemment, hein, Tutor Faire et Quel Prof, qui sont deux,
on pourrait dire entre parenthèses compétiteurs? J'ai principalement même les listings, si tu veux, moi, je me suis toujours dit: «Les listings, même gratuits, même de mauvaise qualité qui traînent, c'est mauvais pour nous parce que nous, on essaie de vendre quelque chose de très bonne qualité, mais on le vend» et il y aura toujours des gens qui diront: «Je préfère ne pas payer et peut-être avoir quelque chose de pas bon». Mais donc tu vois, c'est des compétiteurs, hein. Tout ce qu'on a acheté, on a aussi effectivement rajouté des listings de profs et détruit des concurrents, enfin, entre guillemets, «empêché» des concurrents de nous prendre nos élèves. Donc cette séquence-là, avec du recul, est-ce que ce serait la même séquence que tu referais ou tu irais peut-être plus rapidement sur des plus gros joueurs compétiteurs jour 1? Ouais, j'irai plus vite sur les gros compétiteurs, j'irai plus vite sur les achats de sociétés. J'essaierai d'aller beaucoup plus vite, et effectivement après, si plus tu as d'argent, plus potentiellement tu peux faire des company buy, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'au début, on faisait des assets. On achetait des assets en fait au début, Antoine, donc des listings, du trafic, d'achat d'actifs et après on a fait des company buy. Oui, si je pouvais, j'aurais été, effectivement plus rapide, quoi. Ben, tout de même, 42 millions de chiffre Ouais, d'affaires sur ouais, 10 ans ouais. sans financement externe, c'est pas mal. Et peut-être dernière question, Wilfrid, sur le volet d'acquisition. J'avais une bonne discussion récemment avec un ami à moi qui s'appelle Vincent Godchal, qui a fait plus de 12 acquisitions dans les dernières années. Il est dans le service, donc il a une très, très bonne compréhension du M&A de son côté. Et il m'a dit une phrase qui a totalement capté mon attention. Cheap is expensive. Donc, je ramène ça à ton attention. Est-ce que tu t'es aperçu dans les acquisitions que tu as faites que celles qui étaient peut-être le moins chères, au finalement, étaient les plus dangereuses et n'avaient pas beaucoup de valeur? C'est un petit peu ça qu'il essayait de me dire. C'est que si c'est trop peu cher, souvent, il y a des choses que tu ne vois Un loup, pas et ouais. que ça va coûter très, très cher derrière en temps et plein de choses comme ça. Est-ce que tu partages un petit peu ce point de vue? Non, je partage pas ce point de vue parce qu'en fait, quand on achète une compagnie, quand on prend, même quand on déjà, on récupère l'asset et on le met dans notre modèle économique. Eh bien, je maîtrise parfaitement, en fait, l'univers. C'est-à-dire que moi, quand je fais un pricing sur une boîte, je la fais pas sur le chiffre qu'elle génère, elle, parce que des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est pas beaucoup. Enfin, je le fais sur le chiffre d'affaires que moi, je vais générer avec son asset. D'accord? Donc, je maîtrise bien le côté asset. Après, c'est vrai que avant d'acheter, on fait évidemment, on regarde le trafic, machin et tout. Mais il y a un truc que je ne sais jamais, c'est combien il va y avoir de gens, de clients et de professeurs que j'ai déjà chez moi. Tu vois, j'achète une base de données de, je vais te dire n'importe quoi, 1 million de professeurs et sur le million, est-ce que j'en ai 20%, 50%, 90%? Ça, je sais jamais. Tu vois, est-ce qu'en fait j'achète 100 000 ou est-ce que j'achète 1 million de nouveaux professeurs? Et ça peut pas être fait dans une vérification diligente, une analyse, un petit peu un cross-checking entre les 2 bases de données? Bah, c'est impossible parce qu'en fait, à partir du moment où les gens te donnent la clé, en fait, pour, savoir si c'est le même professeur, c'est l'email. Si tu donnes, ta base d'email de tous tes clients, de tous tes professeurs, Mais il peut pas avoir une vérification qui serait faite par un parti externe ou une analyse du genre? écoute, on a toujours pris le risque, Antoine, et des fois, on a eu des bonnes surprises, des fois des moins bonnes. Non, par contre, moi, il y a un truc que je dis toujours, c'est le no go, c'est-à-dire ne pas faire un deal. Ça peut des fois être très expansif. C'est un vrai coût, le fait de pas faire le deal. Tu vois? Le fait de refuser de payer quelque chose, par exemple, de très cher parce qu'on a l'impression que c'est trop cher ou que le fait de pas le faire, ça va avoir un coût pour nous, tu vois? Donc moi, je suis très deal maker et c'est vrai quand je te disais j'aurais été plus vite, j'en aurais fait plus. Des fois, il m'est arrivé, que mes équipes arrivent à me convaincre et moi-même, hein, j'étais aussi convaincu à la fin que c'était trop cher de pas faire le deal et de le regretter parce qu'à la fin, je payais plus cher et qu'entre-temps, bah, ça nous a coûté, des clients, des élèves. Donc, tu vois, en fait, faisons les deals le plus rapidement possible. C'est pas grave de trop payer parce qu'une fois que tu l'as fait, hop, tu passes à autre chose et next, quoi. Pensons, toi, le no-go, ça a un vrai coût, quoi. No go is expensive. Si je pouvais reprendre la formule de ton ami, quoi. Ah ben écoute, là, on commence à avoir beaucoup d'apprentissage pour les acquisitions. J'adore ça. OK, Wilfrid, je bifurque sur un autre sujet qui est intimement lié. Je le répète pour les gens qui nous écoutent. Vous faites plus de 40 millions de chiffre d'affaires et ce, sans financement externe. Wilfrid, corrige-moi si je me trompe, tu es le seul actionnaire de la boîte au moment où on se parle Oui, aujourd'hui, oui. Ouais. et tu as fait 16 acquisitions. Donc là, il va falloir que tu nous expliques comment on arrive à financer et à croître aussi rapidement avec son propre argent et faire autant d'achats. Si tu avais fait ta croissance, mais que tu n'avais fait aucune acquisition,
j'aurais pu plus facilement le comprendre. Là, de mon côté, ça commence à être difficile à bien comprendre tout ça. Est-ce qu'il y a des dettes qui ont été intégrées là-dedans? Est-ce que c'est simplement la réintégration ou plutôt la réinjection des profits à chaque année qui a permis ces achats-là? Je serais curieux de t'entendre. Ah bah les 2 Antoine, tu as soulevé 2 points. Alors déjà, il faut que tu imagines que là, tu dis ça, tu as l'impression effectivement que c'est fantastique, mais on a mis 10 ans pour le faire. D'accord? Les premières acquisitions qu'on a faites, c'était des acquisitions, quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros. C'était des petites acquisitions, des petits listings, des bases de données un peu abandonnées, sans vraiment de véritable modèle économique. Voilà. Et 1er point. 2e point, effectivement, c'est vrai qu'on a eu dès le début, en fait, la volonté de dire: «C'est une société qu'on veut garder très longtemps dans le temps» et tu sais comme moi que quand tu fais rentrer des fonds, il y a évidemment une clause de sortie. Les fonds, ils vont vouloir sortir. Donc tu es potentiellement en train de vendre ta boîte dans 5 ou 7 ans. Nous, c'est une boîte qu'on voulait garder toute notre vie. 1er point. Enfin, surtout moi, parce que voilà, moi, je l'ai montée tout seul. Ensuite, après, eh bien, quand on a fait les acquisitions, comme on n'avait pas d'argent et qu'on ne pouvait pas se financer, parce que les banques, en fait, elles te prêtent qu'au bout de... On a eu le premier crédit au bout de 3-4 ans d'activité. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas 3 ans ou 4 ans d'activité, tu ne peux pas emprunter à la banque. La banque ne te prête pas. Donc, on se débrouillait en fait avec les vendeurs, pardon. On leur disait, voilà, nous, ce qu'on te propose, on t'achète par exemple 200 000 euros ton listing, eh bien, on va te payer upfront 25% à la signature. On va intégrer le listing chez nous, on va générer du cash et tous les mois, on te paiera avec le cash qu'on va générer de ton listing 10% du prix et on fera comme ça à la fin, au bout de l'année, 100%. Ça, souvent, on a réussi à faire ça avec des fois des garanties qu'on a dû proposer aux vendeurs en disant si on ne vous paye pas, voilà ce qui se passe. On mettait des choses en place. Mais on a réussi à faire des crédits vendeurs au début. Ensuite, après, au bout de 3-4 ans, on a réussi à faire des financements, c'est-à-dire qu'on allait voir les banques et on leur disait, voilà, on va faire une acquisition qui va nous coûter un demi-million. Eh bien, on voudrait la rembourser en 5 ans parce que ce demi-million, on arrivera à le générer à peu près en 18 mois, 24 mois avec la nouvelle activité qu'on va intégrer à notre modèle économique. Donc, tu vois, en fait, c'est de proche en proche. C'est-à-dire qu'au début, crédit vendeur, après, financement. Au début, le financement, c'était pareil, c'était très dur. On avait une petite boîte, on faisait quelques millions de chiffre d'affaires, on faisait pas beaucoup de bénéfices. Et donc, du coup, on pouvait emprunter peu. Et puis, plus ça va, plus les banques nous connaissent. C'est vrai qu'on a une hygiène aussi, c'est-à-dire qu'on réinjecte absolument tous les dividendes, tout ce qu'on gagne. On ne redonne rien à nos actionnaires. Donc, tu ne te prends rien vu que tu es le seul actionnaire. Non, maintenant oui, j'ai une vie avec plusieurs actionnaires en fait qui sont succédés, des actionnaires qui sont rentrés, des actionnaires qui sont partis. Voilà, aujourd'hui effectivement, c'est ce mode, je suis à 100% depuis 1 an. Mais en tout cas, voilà, on n'a jamais pris de dividende, on a toujours injecté dans la boîte pour faire grossir nos fonds propres. Les fonds propres étant le fait que d'avoir des fonds propres, tu peux plus emprunter. Et puis voilà, moi je n'ai pas cherché à m'enrichir personnellement. Moi je me touche un salaire qui est un salaire d'ingénieur qui a 45 ans et qui est pas un salaire déconnecté de mes équipes. Voilà. Et puis donc du coup ça plaît aux banques parce que on est voilà, on réinjecte l'argent dans la boîte, on n'est pas en train de se gaver, tu vois, c'est pas une poule aux œufs d'or Superprof, c'est un véhicule qui nous permet. Et donc les banques elles apprécient aussi, tu vois. Et puis on sait très bien vivre de nos clients, c'est-à-dire qu'on a appris dès le début, dès le jour 1, Antoine, à gagner de l'argent en vendant des services, améliorant notre service, augmentant notre pricing pour faire plus de chiffre d'affaires. On a cette culture. Donc voilà, ça les secrets pour ces acquisitions 10 ans plus tard et des financements qui sont aujourd'hui, il y a plus de problème de financement. Je te dis, c'est super prof, c'est voilà, c'est les gens, les banquiers nous adorent, nous aiment beaucoup. Vous avez franchi un certain niveau, effectivement. Donc, écoute, excessivement clair. Bon, on a parlé de croissance d'acquisition, on a parlé de non-financement externe. J'aimerais parler avec toi maintenant de croissance organique. Je faisais mes petites recherches. C'est 30 millions environ que vous avez fait de revenus en 2022, plus de 40 cette année, 40-43 millions. Donc, clairement, au-delà de bien comprendre les revenus que vous êtes capable de faire en achetant d'autres boîtes, vous comprenez des mécanismes qui vous permettent vous-même de croître. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment vous vous y prenez pour faire grandir, grossir votre base de revenus et votre base de clients d'une année à l'autre? Eh bien, ça va paraître tout bête, on va chercher des nouveaux clients, donc des nouveaux élèves, par 2 mécaniques principales. La première, le SEO. Voilà, on n'est pas mauvais en référencement naturel, c'est comme ça qu'on a commencé. D'ailleurs, au début, on fait que du référencement naturel et du SEA, donc de l'achat payant sur Google, qui aujourd'hui, on a commencé il y a 3 ans à faire du SEA et aujourd'hui, c'est le principal poste de coût puisque du coup, voilà, donc
Et les 2, le SEO et le SEA, c'est vraiment du travail de fourmi. C'est-à-dire que c'est toujours en permanence recommencer, réaméliorer, ne jamais considérer ça comme un acquis. Ce qui marchait il y a 3 ans ne marche plus aujourd'hui. Il faut que le contenu soit de plus en plus, de meilleure qualité, retravailler ses mots-clés. Donc voilà, en permanence, en fait, faire un travail de fourmi pour aller chercher, en fait, des nouveaux, élèves. Et également, un autre truc aussi qui nous permet, de générer plus de chiffres, c'est, eh bien, d'améliorer la qualité de nos professeurs. Nos professeurs, bah, on leur demande d'être excellents et à chaque fois d'être meilleurs, chaque année de répondre encore plus vite à leurs élèves. On leur fournit des nouveaux outils, on améliore leurs photos, leurs profils pour que les élèves aient encore plus envie. On améliore l'algorithme pour que les élèves matchent beaucoup plus facilement avec les professeurs. Tu vois, on améliore le produit et on va chercher chercher des nouveaux clients en fait, tu vois? Et c'est une obsession constante. C'est-à-dire que on ne pense qu'à ça. C'est-à-dire qu'on va chercher des nouveaux clients pour faire augmenter notre revenu. C'est voilà, et toute la boîte pense à ça et donc voilà. Et ce qui est intéressant souvent pour les organisations comme la vôtre, vous atteignez une certaine masse critique, c'est-à-dire que si vous avez 25 millions de profs, on peut penser que vous avez beaucoup de clients également. Est-ce que vous avez déjà fait certains calculs qui vous permettent de savoir qu'à chaque nouveau client que vous allez chercher, vous faites en moyenne 1,3 clients à cause du bouche à oreille, à cause des répercussions que ça va avoir? Est-ce que ces analyses-là ont été faites un peu de votre côté? Bien sûr, on a des analyses dans tous les domaines. Alors, il faudra le faire pays par pays. Antoine, ça serait un peu fastidieux et un peu. Mais bien sûr, on a évidemment aussi une donnée qui nous importe énormément, c'est est-ce que les gens reviennent chez nous? Tu viens chez nous une première fois, mais moi, ce qui est important, c'est que tu sois content et que tu reviennes, tu vois, et que en fait, on fasse grossir notre communauté de gens et d'apprenants. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils le reviennent? Parce que je prends mon cas ici. Je suis venu une fois sur votre site, j'ai trouvé ma professeure et je suis avec elle depuis 3 ans et demi, donc j'ai pas eu besoin de retourner sur votre site internet. Donc, quand tu dis retourner, c'est peut-être avoir d'autres catégories Exactement. d'éducation, de formation que Oui, tu aimerais oui. avoir? Et ben, tu vois, bon, déjà, moi, je suis très content. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est que tu aies trouvé ton prof et que tu sois heureux, tu vois? Qu'importe ce qui se passe après. Évidemment, j'aurais préféré que tu reviennes chercher un professeur de piano, puis d'œnologie, puis de cuisine, puis un cours de sport, puis un cours d'anglais, d'espagnol et compagnie. Mais c'est pas grave. Moi, du moment que tu me dis que tu es content de ton professeur, je me dis: «Antoine, le jour, ça sera dans 6 mois, ça sera dans 1 an, ça sera dans 2 ans, ça sera un ami qui te posera une question en te disant un jour: «Tiens, je cherche un prof», tu diras: «Mais va chercher super prof, c'est génial». Tu vois ce que je veux dire? C'est que je veux bien faire mon travail. Je crois que on s'inscrit encore une fois dans la durée. Moi, cette boîte, je veux c'est la boîte de mes rêves, donc je disais, donc je veux la garder, encore 20 ans. Voilà, et je veux faire bien mon travail. Je pense que le travail bien fait, ça paye. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des choses de façon éphémère, qui veulent faire des coups. Je crois pas à ça. Moi, j'empile, tu vois, les satisfactions et les gens vont revenir. Mais oui, l'idée, c'est effectivement que les gens viennent chercher un prof de maths pour leur enfant parce qu'il est en difficulté scolaire ou ils cherchent un coach scolaire ou pour faire les devoirs et compagnie et puis leur dire: «Bah, tiens, regarde, toi, avec ta femme, tu peux prendre des cours de sport, tu peux prendre des cours d'œnologie, de cuisine avec tes amis, il y a des masterclass» et essayer de te faire apprendre parce que nous, on trouve que, évidemment, plus tu apprends de choses, plus la vie est belle. C'est-à-dire que les rencontrer un professeur, apprendre une nouvelle chose, c'est une vraie expérience très enrichissante. Donc on essaye, mais après, voilà, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est une donnée quand même qu'on regarde, c'est-à-dire que est-ce que les gens reviennent? Et oui, les gens reviennent. J'aimerais revenir une deuxième fois peut-être. Donc, tu crois, avant de parler de modèle d'affaires, j'aimerais parler d'expansion géographique parce que tu m'as ouvert la porte à un point qui est intéressant. Tu m'as dit plutôt on devrait l'analyser pays par pays et je pense que ça vaut la peine d'en parler. Dès le jour 1, tu avais cette vision d'expansion géographique, donc d'avoir une organisation qui a une empreinte mondiale. Comment ça se met en place? Est-ce que ça se met en place via des acquisitions ou vous avez vraiment un modus operandi qui vous dit voici comment qu'on va lancer cette année en Corée du Sud, voici comment qu'on va lancer cette année au Brésil. Je serais curieux peut-être de t'entendre ici. Alors, on a un modus operandi, effectivement, voilà. Alors, comme je te disais, hein, donc, Airbnb du prof particulier, c'est le pitch de base. Airbnb international, voilà. Et moi, je trouvais ça génial de tester la première année en France, mais déjà quand on a fait parce qu'il faut tester le modèle, faut quand même comprendre, enfin, tu vois, on va pas se lancer dans 50 pays day one, mais au moins la première année. Mais déjà, tous les développements informatiques étaient pensés pour aller à l'international. Donc tout le site était on pouvait potentiellement le traduire très facilement. Tous les templates étaient justement traduisibles. Enfin, tu vois, on pouvait le mettre en version locale, enfin, autre pays.
Le modus operandi est le même, toujours le même, Antoine. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait quand on lance un pays, on recrute un natif du pays. Donc, quand j'ai lancé l'Espagne, j'ai cherché une native espagnole qui allait venir chez nous à Paris. On fait, là, si je te montrais les bureaux, là, on a aujourd'hui en bas, j'ai 42 nationalités, j'ai toutes les langues, ça parle 18 langues au bureau. Voilà. Et tout le monde est au bureau parce que, évidemment, on a envie de partager ensemble les best practices et tout ça et tout. Et ça fait une communauté incroyable, Superprof. C'est plusieurs nationalités, plein de langues. C'est une diversité incroyable. C'est ça qui fait la richesse aussi de Superprof et que l'équipe est si belle. C'est qu'il y a toutes les nationalités au bureau. Bref, mais pour revenir à le modus operandi, on recrute un natif qui va traduire le site dans sa langue. Mais attention, dans sa langue, c'est-à-dire en espagnol. Si je lance en Argentine, au Chili, au Pérou, au Mexique, ce sont des Mexicains, des Chiliens, des Argentins qui vont traduire. On va pas prendre l'espagnol parce que ça va se voir en fait. Tu vois, il y a des plus le système scolaire. Il faut pour être bien référencé dans les moteurs de recherche, être bien référencé sur les systèmes scolaires. Est-ce qu'on parle de primaire, de lycée, les différents diplômes que tu peux obtenir? Et ça peut être qu'un natif qui va traduire le site avec les systèmes scolaires. Ensuite, il va régler le système de géographie. Comment tu recherches? Est-ce que tu recherches par barrio, par quartier, par adresse, par code postal? Chaque pays cherche d'une façon différente. Tu vois, il va vraiment tordre le site, le natif, pour en faire un site local. Donc, si tu vas sur le Superprof brésilien, par exemple, tu auras l'impression que tu es sur un site brésilien, tenu par des Brésiliens. Jamais tu pourras t'imaginer que c'est un site français, enfin, qui a été monté par des Français. Et c'est ça qu'on fait, en fait. On n'est pas une boîte internationale. En fait, on est une espèce de boîte multilocale où chaque patron de pays, en fait, a fait un site qui est une expérience très locale. Et le support, quand tu parleras, quand on verra un message au support en disant, tiens, j'aimerais donner des cours de ça, j'ai une question sur, ça sera quelqu'un de ton pays qui parle la même langue que toi, qui connaît parfaitement ton pays, qui te répondra. Et c'est ça notre secret, en fait, c'est de faire une expérience super locale avec un natif qui est la clé. Et comment tu entoures la priorisation des pays? C'est-à-dire que vous devez, j'imagine, avoir une vision, un roadmap, pour 2024 concernant les pays que vous voulez ouvrir. Comment vous les choisissez? Alors, maintenant, on a une roadmap, Antoine, parce que maintenant, on est sérieux, hein, on est grand, voilà. Et puis, il faut faire des arbitrages, mais on a d'abord commencé par ouvrir les pays qu'on adorait le plus. Moi, si j'ai lancé l'Espagne, c'est que je préférais aller partir en vacances à Barcelone ou à Ibiza que partir en vacances à Düsseldorf, tu vois? On m'a souvent dit: «Mais pourquoi tu as lancé l'Espagne et pas l'Angleterre? Pourquoi pas l'Allemagne?» qui sont des pays beaucoup plus rémunérateurs. À cause de ça, à cause du soleil, à cause de moi, c'est des villes qui me faisaient vibrer. Bien sûr que c'est très beau, puis les gens sont fantastiques et puis c'est une culture et puis c'est une gastronomie et puis c'est facile, enfin c'est voilà. Donc voilà, on a fait d'abord nos pays de cœur. Moi, j'ai lancé le Brésil avant l'Allemagne aussi. Le Brésil, on l'a lancé très rapidement parce qu'on adore moi, j'adorais aller, à Sao Paulo, à Rio, aller à Paraty, à Piscine-Guaba. Enfin, j'avais des amis là-bas, donc toi, j'aimais cette culture brésilienne aussi. Enfin, voilà, les pays chauds, on va dire. Et donc voilà, on a lancé d'abord nos pays de cœur, tous les pays qu'on aimait. Et puis là, aujourd'hui, maintenant qu'on a fait tous les pays qu'on aimait et que, bah, écoute, on essaye de faire les pays, on va dire, dans lesquels on n'est pas. Les pays, en fait, le plus facile aussi à monétiser. Mais on fait un espèce de mix des deux. C'est-à-dire que pour un pays qu'on fait, par exemple, là, on est en train de lancer l'Israël. L'Israël, c'est un pays qui est facilement monétisable puisque du coup, il y a des systèmes de carte bleue, carte bancaire. Eh bien, on va lancer un pays aussi, par exemple, en Afrique, qui n'est absolument pas monétisable, mais dans lequel on a envie d'aller. Tu vois, donc là, on est en train de lancer l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie. Et c'est des pays qui sont pas monétisables. Mais tu vois, on essaye de faire un mix de deux parce qu'on veut couvrir en fait tout le pays du monde. Voilà, on veut faire tous les pays. J'aimerais revenir au modèle d'affaires. Donc, on a compris brièvement l'idée, mais j'aimerais que tu me ramènes à cette réflexion. Parce que aujourd'hui, on vous donne raison, vous avez gagné la mise, c'était la bonne approche. Mais comment cette idée-là t'est venue à l'esprit de te dire, j'imagine qu'elle provient d'analyse, et elle fait énormément de sens, elle fait énormément de sens, soyons honnêtes. C'est tellement sympa, Antoine, de penser que j'ai tout réfléchi, que c'est une analyse, que j'ai fait un modèle et que, tu vois, parce que c'est trop beau, quoi. Mais j'ai envie de te dire oui. Mais écoute, c'est parti vachement d'un feeling. Voilà mon analyse, en fait, au démarrage. Je me suis dit, il faut que je propose les meilleurs professeurs chez moi. Juste avant de te laisser aller, je veux juste donner bien du contexte à l'audience. Donc, effectivement, super prof,
L'élève arrive et c'est l'élève qui va payer. Et il y a des professeurs littéralement, et ça c'est important de le dire, il y a des professeurs qui gagnent leur vie en freelance. Littéralement, ils sont capables de se donner des très, très gros salaires, ben, des bons salaires annuels et ils ne paient rien à Superprof. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner à l'audience parce que c'est ça qui rend, pour le prof, je crois, la plateforme totalement exceptionnelle. Donc, c'est important, je pense, juste de donner du contexte à l'audience là-dessus. Mais c'est ça le secret. Et mon analyse du démarrage, en fait, c'est de me dire comment je vais faire pour attirer tous les professeurs et tous les meilleurs profs chez moi. C'est ça le truc, Antoine, c'est que tu vois, moi, je voulais que tous les professeurs soient chez moi, s'inscrivent gratuitement chez moi. Et donc, pour les attirer, il fallait que je leur propose un outil hyper simple pour poser leur candidature, vérifier leur diplôme, demander des recommandations et compagnie, et leur apporter des super élèves. Et je me dis, si je fais ça, les bons profs, ils vont être contents, ils vont rester chez moi et je vais avoir de plus en plus d'avis sur les professeurs. Et c'est vrai que les avis, les étoiles, c'est ça qui donne confiance aux prochains élèves pour te prendre. Donc, si tu arrives sur une plateforme avec plein de professeurs qui ont plein d'étoiles, bah, du coup, tu as vachement confiance. Donc, cette confiance, je voulais la créer. Donc, je voulais pas faire payer les profs. Je voulais que tout le monde, les profs viennent chez moi et leur apporter des élèves fabuleux. Et donc, je voulais pas leur faire payer rien. Je voulais pas non plus leur faire payer la commission, qui était un truc qui pouvait sembler logique, parce que Airbnb, c'est des commissions, Uber, c'est des commissions. Sauf que la commission, ça marche one shot. C'est-à-dire que quand tu trouves ton prof une première fois, tu es prêt à payer une commission sur l'heure de cours. Mais après, quand tu le vois toutes les semaines, quand tu le vois, tu vas pas payer une commission à un site. Donc, tu vas vouloir bypasser. Or, moi, je voulais que les gens soient contents de Superprof, aiment le service, qu'ils aient pas envie de me bypasser, tu vois. Donc, ces deux raisons-là, en fait, il me restait juste un truc, bah, qui va payer? Bah, les élèves. Et c'est vrai que me suis dit, bah, tiens, si les professeurs sont fabuleux, eh bien, les élèves seront prêts à payer quelque chose. Mais crois pas que j'étais sûr de moi. C'est ça le sentiment que j'avais au début. Et tu imagines pas le bonheur que j'ai eu quand le premier jour d'activité, le premier jour de Superprof, quand je l'ai lancé en août 2013, j'ai fait 27 euros de chiffre d'affaires. J'ai eu 3 élèves qui ont payé 9 euros pour trouver leur professeur. Et je te jure que j'étais fou de joie. J'ai fait 27 euros. Je me suis dit, mais oui, il y a des élèves qui sont capables de payer quelque chose. Bah, il suffit juste maintenant d'aller voir chercher tous les élèves, d'améliorer la qualité de nos professeurs, et puis voilà, ça va marcher, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que Superprof, le modèle économique est né. C'est, totalement exceptionnel. Avec tout ce qu'on a et tout ce qu'on voit un petit peu avec l'entreprise, on peut comprendre aujourd'hui le succès que vous avez. Maintenant, j'aimerais savoir, Wilfrid, tu as l'air de t'épanouir. Clairement, on peut l'entendre au son de ta voix. C'est un emploi que tu as dans ta propre entreprise qui a l'air de te faire vibrer au quotidien. Je me trompe pas ici, hein? Ah non, mais bien sûr, non, mais mieux que ça, je vis un rêve éveillé, j'ai beaucoup de chance parce il y a 2 choses vraiment qui me font adorer ce que je fais. C'est un, l'équipe. Moi, j'ai vraiment une équipe formidable. J'ai des très, très bons camarades, des gens talentueux et en même temps hyper sympas. Donc, c'est voilà, on est très proches, on est tous ensemble. Quand on a des galères, quand on a des problèmes, on est très serrés. Donc moi, je ne peux pas travailler dans une ambiance où justement les gens sont pas très soudés. Et je te jure, c'est Superprof, tu vois, 200 collaborateurs, mais 200 amis qui bossent ensemble. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, la croissance. Antoine, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de rêver, je suis quelqu'un qui a besoin d'imaginer des choses, d'imaginer le futur, de pas mettre de barrières. Et le fait de faire de la croissance, le fait de grossir, eh bien, chaque année, je suis surpris par ce qu'on a obtenu comme chiffre. Je suis surpris du fait que, putain, là, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir acheter tel concurrent, on va pouvoir se lancer dans tel pays, on va pouvoir lancer des campagnes de publicité, on va pouvoir faire ci. Enfin, tu vois, je suis premier surpris de voir ce que fait Superprof. Donc, voilà, croissance et ça fait apprendre aussi beaucoup parce que quand on fait beaucoup de croissance, eh bien, on recrute beaucoup. Comme on recrute beaucoup, du coup, bah, tous les process qu'on mettait en place, bah, du coup, doivent s'améliorer, changer. Il y a la hiérarchie qui se crée, il y a de la déperdition, l'information, du coup, est de plus en plus compliquée à faire véhiculer à plein de gens. Donc, il y a beaucoup de remises en question, beaucoup d'apprentissage. Voilà. Et donc, oui, je suis très épanoui et à cause de ces 2 principes. Avec ça en tête, j'aimerais savoir, quel est ton rôle maintenant au quotidien? À quoi ça ressemble? Alors, bah, écoute, mon rôle, alors c'est déjà moi, je suis encore très opérationnel, c'est-à-dire que je travaille beaucoup le produit. Je suis le 1er à essayer d'améliorer, apporter des nouvelles fonctionnalités, penser, voilà, donc j'aime beaucoup travailler avec, les équipes produits. J'ai un super, CPO, qui, d'ailleurs est le 1er graphiste, le 1er freelance qui fait la première maquette.
Aujourd'hui, c'est mon CPO, c'est-à-dire qu'il gère une équipe de 25 designers avec les dev front et qui nous fait une si belle expérience chez Superprof. Mais c'est le freelance que je prends au début, qui était stagiaire dans une boîte à côté. Enfin, voilà, ça fait 9 ans qu'il bosse chez Superprof. Et donc, je suis très produit. Et sinon, généralement, qu'est-ce que je fais? Je passe du temps, en fait, avec les directeurs, les responsables de pôle, en one-to-one. Je déjeune avec eux. J'essaie d'améliorer leur quotidien, m'assurer qu'ils sont très heureux, m'assurer que tout va bien chez eux. Euh, je, je prends soin d'eux. Voilà, ça, c'est mon rôle. Et puis, deux chefs d'orchestre. C'est-à-dire le chef d'orchestre qui va, on va dire, donner le tempo. Voilà, moi, tu vois, on peut faire quelque chose avec un tempo de blanche, on peut faire un tempo de noir ou un tempo de croche. Eh bien, spontanément, les gens vont se mettre sur un tempo, voilà, avec un rythme. Eh ben, moi, j'essaie d'accélérer le rythme, donner de l'énergie, d'aider les gens, de débloquer, d'envoyer de la communication. Voilà, le chef d'orchestre qui donne le tempo. Voilà, c'est ça mon rôle aujourd'hui. C'est ça ton rôle. Et à quoi on peut s'attendre dans les 12, 24, 36 prochains mois avec Superprof? La même chose en mieux, tu vois. Non, non, on va pas changer, mais non. Mais par contre, toujours l'amélioration constante du produit, l'amélioration du matching, tu vois, de faire en sorte que l'élève trouve plus facilement son professeur. Tu sais, là, c'est pareil, on arrive à un truc qui est étonnant, c'est qu'il y a tellement de professeurs incroyables que des fois, les élèves vous appellent pour dire: «Je ne sais pas lequel choisir». Parce qu'ils sont tous tellement incroyables. Donc ça, tu vois, il faut pouvoir encore plus aider, tu vois, les élèves à trouver leur professeur. Et puis non, les lancements de nouveaux pays, là, on attaque la Chine. Je t'avais dit, Antoine, que là, on est en train de lancer la Chine, qui est un énorme défi parce que la Chine, c'est on refait tout. Comment ça se met en place, hein? Parce que la Chine, j'imagine, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur les régulations, sur, En fait, alors la Chine, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre que l'Espagne, tu vois? Moi, quand je lance l'Espagne, je m'appuie sur un, tu vois, j'y suis allé plein de fois, je parle un peu espagnol. Enfin, tu vois, on est une culture très commune. Donc, mais quand même, tu vois, je m'appuie sur un natif pour faire vraiment un truc très local. Et bien là, pareil, en fait, quand on a lancé la Chine, le premier truc qu'on a fait, c'est on a recruté une jeune femme qui s'appelle Tin, qui a, alors, pour le coup, là, du coup, on a pris vraiment quelqu'un de senior, hein. C'est-à-dire qu'elle a 15 ans d'expérience, elle a bossé 5 ans chez Baidu, 7 ans chez Tencent. Enfin, elle connaît très, très bien le marché chinois. Et donc, c'est elle qui nous aide en fait à pénétrer ce marché, effectivement, qui est complètement obscur, qui est même dans un alphabet. Moi, t'imagines que on me montre les maquettes, je ne peux même pas les lire, je ne sais même pas où cliquer pour faire la recherche. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas lire le chinois. Donc, c'est elle, en fait, je m'appuie sur cette personne, ce natif, en fait, qui va me défricher le terrain du pays, quoi. Mais c'est passionnant. La Chine, on recommence tout à zéro. On refait un super prof local avec une application WeChat. Enfin, on refait une expérience super prof encore plus locale, comme on n'a jamais fait, quoi. Et donc voilà, plein d'ouvertures de pays. Moi, j'espère que l'année prochaine, enfin, peut-être pas l'année prochaine, mais on va dire dans 24-36 mois, quand on se reparle, je te dirais qu'on est dans 100 pays et que voilà, on a fêté notre 100 millions de chiffre d'affaires et qu'on est les plus heureux du monde. Voilà, donc j'espère te dire ça à horizon 24 mois, ouais. Et dis-moi, petite question personnelle maintenant. Lecture, est-ce que certains livres d'affaires qui ont marqué ton imaginaire que tu pourrais partager avec notre audience? Alors, ouais, moi, comme j'adore lire, évidemment. Alors, déjà, je lis le journal tous les jours. Il y a un Mmh. journal en France qui s'appelle Les Échos, qui est un journal un peu économiste, mais que je lis tous les jours déjà pour m'inspirer. Je trouve que la lecture, c'est un moment calme où tu peux te poser. Et la lecture, ce qui est génial, c'est que tu peux lire à ton rythme. Tu peux lire, poser, réfléchir, vérifier une info. Ça me fait énormément travailler mon imagination, la lecture du journal. Et je colle des fois des modèles économiques, des choses que je peux lire dans d'autres industries. Je me dis: «Tiens, est-ce que c'est super prof, ça pourrait marcher?» Donc ça, c'est la lecture du matin. Et après des romans, moi j'adore les romans, j'adore les bios de grands chefs d'entreprise. Ça, je suis fan depuis très longtemps. Et pour en choisir une, celle qui m'a le plus galvanisé, je me rappelle, je l'ai lu en Espagne. Tu vois, j'étais à Minorque un été et j'ai lu ça, allez, en 3 jours. Et pourtant, c'est un peu gros. C'est la biographie de Phil Knight, Shoe Dog, ben oui, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus. L'art de Ouais. la victoire. C'est incroyable. Mmh. Incroyable, ça te donne envie de te lever le matin et de remonter des compagnies, d'aller encore plus vite. Et c'est voilà, voilà, c'est une recommandation si vous l'avez pas lu. C'est galvanisant, ça donne Bien beaucoup sûr. d'énergie, je trouve. Podcast? Ouais, ouais, podcast aussi. Alors moi, j'écoute mes podcasts non pas en voiture parce que j'ai pas de voiture, mais en courant. Je cours, je Mmh. fais à peu près entre 10 et 20 kilomètres par semaine, et je cours toujours avec un podcast, et j'écoute tous les générations de Do It Yourself.
C'est un Oh, pote Mathieu Stéphanie, hein, Mathieu qui Stéphanie. est un peu l'ancêtre quasiment de tous les Mais oui, podcasteurs en France. Ça a été le premier et c'est, ouais. un joueur impressionnant. Je pense même qu'il y a un deuxième podcast maintenant, Mathieu Stéphanie. Oui, bah, il a plusieurs. Il a Martin Gall, il a des autres. Alors, j'écoute pas les autres, mais j'écoute donc c'est des podcasts qui durent très longtemps. C'est 2 heures et demie, Ouais. 3 heures des fois et tout. Et ça, j'adore parce que du coup, c'est un temps long. Et puis, les invités sont exceptionnels. Voilà, c'est Mmh. des gens de la tech. Il y a plein de gens. Il y a des sportifs et compagnie. Donc, tu sais, Stéphanie. J'écoute aussi un autre podcast que j'aime bien. C'est Théo Lyon de Kudak. C'est un petit jeune Mmh. qui a fait un podcast Enlève tes chaussures, qui a des beaux invités aussi également. Et alors, c'est marrant, lui, il a fait un truc un peu festif, c'est le soir, lui, et, Mmh. euh, et c'est un apéro. Donc, en fait, tu vois que les gens, ils arrivent, ils sont sérieux, et puis ils boivent un peu, et ça se détend, et ça se relaxe, et à la fin, les mecs, ils sont super. Voilà. Donc, c'est Ah. marrant aussi. Donc, voilà, c'est un peu les deux podcasts que j'écoute en courant. Mais Mathieu Mmh. Stéphanie, il me prend du temps parce que Mathieu Stéphanie, c'est quand même au moins 2, 3 heures. Bien sûr. Et moi, je cours 1 heure, donc il me faut plusieurs courses, tu vois, pour réussir à Mmh. écouter un épisode entier. Et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, Mathieu Stéphanie. Et en plus, c'est un personnage vraiment, Beaucoup de succès en affaires, oui. ouais, exactement, quoi. Ouais, puis très à l'écoute, très dans l'empathie, enfin, et dans la bienveillance. C'est Bien sûr. un très bonne oreille, comme on dit Mmh. chez nous. Et on termine, routine. À quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail? Si bien entendu, tu as une routine. J'ai pas vraiment de routine, mais par contre, je me lève assez tôt le matin, mais pas trop tôt. Alors, quand je dis tôt, moi, je me lève aux alentours de 8 heures quand je suis pas avec mon fils. Je pars au travail et je commence à passer un coup de fil à mon CTO. Ça commence tous les matins sur le trajet. J'ai 30 minutes de vélo pour aller au bureau dans Paris, et donc je fais 30 minutes de point avec mon CTO. Et puis j'arrive au bureau et je me prends un bon café avec mon directeur général. Voilà, un point. Après, je vais lire mon journal. Et après, je vais enchaîner, voilà, les sujets, prendre soin de mes équipes, discuter avec mes collaborateurs. J'adore passer du temps le matin à discuter avec eux, et l'après-midi plutôt sur des problématiques de produits. Travailler le produit, travailler le design, les nouvelles landings, les nouvelles features qu'on veut lancer. Voilà. Et le week-end, je passe tout le week-end avec mon fils. Voilà. À jouer avec lui en tête à tête. Je sors très peu. Je vois quelque peu mes amis, mais je me suis mis vraiment aujourd'hui, je m'occupe de ma famille et ma boîte, et je fais du sport. Voilà. Ce sont des belles priorités. Ce sont des belles Ah ben priorités. De se c'est garder en santé aussi, c'est fantastique. ah bah Wilfried, oui, oui. c'est une discussion totalement phénoménale qu'on a ensemble aujourd'hui. Je suis très admiratif de votre boîte. Je te félicite pour ce que toi et tes collaborateurs, vous avez été capables de faire. Il faut que tu passes, Antoine. Ben, c'est à Paris, c'est pas tellement loin. Je vais venir vous Mais je voir, là. sais, oui, absolument. Mais surtout que tu dois passer à Paris de temps Bien en temps, sûr. tu vois? Donc, Ben oui, assez souvent, on effectivement. t'accueillera avec grand plaisir, vraiment. Viens, tu vas voir, tu vas jamais avoir envie de repartir, Antoine. C'est ça le truc. Ah, c'est ce qui se déroule. Ça a l'air fantastique, vos bureaux. Et d'ailleurs, c'est les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent apprendre l'espagnol et qui veulent apprendre des cours de piano et qui veulent apprendre peut-être l'anglais. Meilleur endroit pour vous joindre. Superprof.fr si on cherche en France, superprof.es si on cherche en Espagne. Pour apprendre, on peut apprendre de 1000 façons différentes. Tu peux regarder des tutos sur YouTube, tu peux faire des MOOC, tu peux faire acheter des livres et tout ça et tout. Mais nous, vraiment, on est persuadés d'un truc chez Superprof, que la meilleure façon pour apprendre quelque chose, pour rester motivé, pour avoir un coach, pour avoir un sparring partner, c'est de trouver le mentor idéal qui va vous aider même à vous dire, tiens, toi, Antoine, pour apprendre ça, il te faut pas ça comme méthode, il te faut plutôt ça. Et puis, à te donner un rendez-vous. À la fin, presque, tu as presque plutôt envie de bosser et d'apprendre pour que le prof soit fier de toi. Et le prof est fier de toi parce que tu as bien travaillé et toi, tu es fier de ton prof. Enfin, tu vois, c'est ce truc bienveillant. On a essayé aussi de changer la relation de prof et d'élève en disant, il faut plus que ça soit vu comme le prof, il vient chez toi, il vient te taper avec une règle en disant, il faut que tu apprennes, il faut que tu apprennes, et c'est douloureux et compagnie. Nous, on essaie de faire en sorte que c'est une vraie alchimie, un matching qui s'est créé entre le prof et l'élève. L'élève, il est content, il a choisi son prof, il a préféré travailler avec un homme, un jeune, une femme. Enfin, il a préféré choisir le profil avec qui il se sentait le plus à l'aise en fonction de sa sensibilité. Le professeur, il a accepté également l'élève, et ça fait des miracles pour apprendre. Donc voilà, vous êtes les bienvenus chez Superprof. Wilfried Granier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode si les gens veulent en savoir un tout petit peu plus. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.